Dernière table ronde de notre heure avant le mot de conclusion du vice-président de l'Union des bistrots, l'évaluation, un domaine qu'on n'évoque pas souvent ou peut-être pas suffisamment, mais très important, comme on l'a entendu aussi ce matin, parce que ça permet de visualiser, d'analyser ce que l'on fait, éventuellement de l'améliorer ou de le mettre en relief. Madame Dujardin, vous êtes donc l'animatrice de cette table ronde et je vais vous passer la parole. Je vous laisserai le soin de vous présenter. Bonjour, ravi de vous accueillir à cette table ronde sur un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder puisque c'est la question de l'évaluation et de la mesure de l'impact. Et nous avons 3 initiatives ici qui vont nous être présentées. Donc pour conclure la journée, on a vu un petit peu tous les... Et là, on a des opérations qui ont été financées, qui se sont déroulées, qui ont été même pérennisées pour plusieurs et qui ont été évaluées. Et donc moi, je suis Danielle Dujardin, membre du groupe Intervention Recherche Psychologie et Santé publique. Et j'ai beaucoup accompagné dans mon exercice professionnel des évaluations de dispositifs centrées sur donner la parole aux personnes vulnérables. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir vous donner la parole très rapidement, dans la mesure où il n'est pas question d'évacuer et d'esquiver la question de l'évaluation ni de la mesure de l'impact. Et qu'effectivement, face à la complexité et au chaos, ce qui va être présenté dans chacune des expériences, elles sont très différentes, mais avec une certaine transversalité, centrée sur le fait que la coopération apparaît vraiment comme le moyen de soutenir l'innovation sociale dans chacune des situations, que les principes systématiquement sont centrés sur la reconnaissance de la valeur de chacun, et sans oublier l'importance d'associer tous les niveaux concernés par l'action, de manière à éviter l'inquiétude que génère le terme d'évaluation pour les professionnels qui souvent se disent « Ah, on va peut-être critiquer ce qu'on fait ». Et au contraire, dans chacune des expériences, nous allons pouvoir voir que finalement, c'est un véritable accompagnement à ajuster les pratiques en continu tout au fil des évaluations. Donc nous allons avoir 3 présentations. Donc Solveig Lemoyle, qui est juste à côté de moi, qui est responsable de développement sur l'opération, l'initiative Mona Lisa. Et elle nous présentera un partenariat inédit, je la laisse vous le dévoiler, une cause commune centrée sur la lutte contre l'isolement social et un principe d'évaluation en continu qui a été un peu bousculé par d'autres évaluations. Elle va vous expliquer comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, l'évaluation de la mesure de l'impact se traduit par des monographies territoriales qui sont diffusées. Donc on pense, il y a la question de la transmission, qui sont diffusées sur le plan territorial, et là c'est au niveau des départements, qui permettent à d'autres de s'en saisir pour tirer les enseignements de tout ce qui a été développé. Ensuite, Maëlle Troilin, voilà, j'ai oublié de vous poser la question, j'ai hésité. J'y ai pensé hier, mais donc qui chargée de mission pour la Croix-Rouge et coordinatrice, entre autres, du réseau Halte Détente Alzheimer, qui est un dispositif qui a été pensé de manière très collaborative et qui s'appuie sur des enseignements de programmes précédents. Je vais vous laisser. Donc, elle a suivi l'évaluation depuis le début, à partir d'un observatoire créé par la Croix-Rouge, et ça a été la première initiative d'évaluation et de mesure d'impact au sein de la Croix-Rouge. Et je vous laisserai développer tous les enseignements que vous pouvez en avoir tirés, de manière à les articuler à des recommandations qui aide à mieux qualifier la place des professionnels, la place des bénévoles,
de manière à ce qu'il y ait une meilleure visibilité et une vraie valorisation des différents positionnements professionnels et bénévoles. Ensuite, Florence Leduc, qui est de l'association française des aidants. Voilà, excusez-moi. A choisi, a soutenu qu'il était possible de prendre le risque de donner la parole aux personnes directement concernées dans l'évaluation du dispositif. Donc, elle va nous expliquer comment les équipes ont accepté, les équipes ont été accompagnées et ont accepté de se laisser étonner par le point de vue des personnes vulnérables qui étaient accompagnées dans le dispositif, et comment, à partir de ces points de vue inédits, ça a permis de renforcer la posture des professionnels et des bénévoles également. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que l'important, c'est qu'on vous laisse. Bonjour, donc Solveig Lemoine, l'association Mona Lisa. Alors Mona Lisa, ça veut dire Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. À l'origine, c'était un groupe de travail qui a été lancé en 2013 sous l'égide de la secrétaire d'État aux personnes âgées et à l'autonomie et qui réunissait une quarantaine d'organisations, associations, collectivités territoriales, caisses de retraite, mouvements de jeunesse, qui se sont réunis pour rendre un rapport et des préconisations pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. À l'issue de la remise du rapport, la ministre a dégagé des fonds et pour que le groupe de travail se structure en association pour mettre en place ces préconisations du rapport. Mona Lisa est donc née en 2014 avec des premières subventions et la question de l'évaluation s'est posée finalement tout au début puisque on a choisi de démarrer l'évaluation en même temps que le début du projet. Donc c'est une démarche un peu atypique, on va dire. Et donc on a été accompagné dès le démarrage par un cabinet d'évaluation qui nous a rejoints, qu'on a choisi, alors même que les premières préconisations et le plan d'action n'étaient pas encore mis en œuvre. Donc on a été évalué finalement dès le début, avant même que les choses se structurent, on va dire. Pour vous dire deux mots sur Mona Lisa pour comprendre sur quoi porte l'évaluation. Mona Lisa, c'est donc une mobilisation. Ça regroupe des acteurs qui ont signé une charte commune pour lutter ensemble contre l'isolement des personnes âgées. Très concrètement, c'est des acteurs qui se retrouvent dans les départements au sein de coopérations et qui déploient ensemble des plans d'action pour lutter contre l'isolement des âgés en développant tout type d'actions et qui vont d'ailleurs émarger pour certains à la conférence des financeurs pour faire le point avec la table ronde précédente. Alors, l'évaluation d'un dispositif comme celui-là qui avait dans son ADN l'objectif d'essaimer sur tous les territoires mais qui, dès le début, n'avait pas un passé suffisant pour pouvoir commencer à avoir les impacts. Ça a été une méthode assez inédite, on va dire, puisqu'on a choisi en France 8 départements témoins. Donc, ce n'étaient pas des départements pilotes, c'était bien des départements témoins que l'évaluateur a identifiés et sur lesquels l'évaluateur est revenu tous les ans rencontrer les acteurs pour savoir comment la dynamique Mona Lisa prenait ou ne prenait pas. L'idée était que les acteurs sur ces départements puissent témoigner de l'avancée de la démarche. Donc, au bout de 3 ans, l'évaluateur est revenu donc, chaque fin d'année. Donc, on a eu 3 vagues successives d'évaluation qui nous ont permis de voir là où la démarche prenait, quels étaient les leviers, quels étaient les freins, et là où la démarche ne prenait pas, d'avoir un petit peu une météo en temps réel chaque année des freins pour ne pas avoir une vision obscure, on va dire, et trop simpliste des raisons pour lesquelles la dynamique Mona Lisa ne démarrait pas dans ces territoires. Alors, au bout de 3 ans, on a une évaluation au long cours, on va dire, qui nous a apporté énormément et notamment qui nous a permis, pour aller directement sur les effets positifs, de réajuster au fil de l'eau notre stratégie, puisque on est né donc en 2014 avec un objectif d'abord à court terme, un objectif de déployer la mobilisation sur une première vague de 3 ans. Et donc, on ne pouvait pas se laisser l'opportunité d'attendre 3 ans, de lancer une évaluation pendant 1 an et de vérifier ce qui n'avait pas marché pour pouvoir réajuster, parce que le timing de la mobilisation ne le permettait pas. Et donc, cette évaluation au long cours nous a permis une grande réactivité
sur les éléments à réajuster, pour ne prendre qu'un seul exemple. Un des éléments qui était évalué par le cabinet qui nous a accompagnés, c'était les orientations de l'appui de l'équipe nationale, puisque Mona Lisa, c'est une association avec 7 salariés qui appuie les dynamiques sur les territoires. Et au bout de la première année où les salariés avaient mené plus de 90 réunions de lancement sur tout le territoire français, l'évaluateur est revenu avec, de la part des territoires témoins, un besoin d'accompagnement un peu plus stratégique et notamment un besoin de réunir les acteurs plutôt au niveau national et de s'orienter vers une ligne plutôt de centre ressources plutôt que de VRP de la mobilisation, on va dire. Et donc, au lieu d'attendre 3 ans d'avoir un accompagnement qui n'était pas tout à fait le bon, on a pu, dès la fin de la première année, avec les résultats d'évaluation qui nous étaient rendus la dernière semaine de l'année, réajuster l'organisation et directement les missions de l'équipe pour l'année suivante. Donc ça, c'est un des points très, très positifs et très favorables d'une évaluation au long cours, au fil de l'eau. Pour citer un deuxième point très positif de ce type de méthode, c'est que quand on est une mobilisation ou une fédération et qu'on on a des antennes, entre guillemets, sur le territoire, l'évaluateur, qui est quelqu'un d'externe, permet de libérer la parole. Et on dit à l'évaluateur des choses qu'on ne dirait peut-être pas au chargé de mission qui vient vous voir 3 fois par an pour savoir comment ça fonctionne. Et donc ça permet aussi d'avoir une parole un peu plus libre, un peu plus dégagée sur les points forts et les points faibles d'un accompagnement quand on se situe au niveau national, un peu comme un centre de ressources. Alors pour citer une limite, qui fera le pont avec la table ronde précédente, c'est la lisibilité pour nos partenaires et nos financeurs de ce type d'évaluation, puisque bien qu'étant un cabinet externe, le cabinet qui nous a accompagnés finalement a été presque partie prenante de la mobilisation, puisqu'il a démarré son accompagnement dès le début et qu'il a finalement réfléchi avec nous pendant 3 ans. Et on a eu un peu de mal au bout de 3 ans à faire comprendre à certains financeurs que cette évaluation était bien une évaluation externe. On a des financeurs publics qui nous ont demandé, enfin qui ont fait intervenir un second cabinet pour venir évaluer notre action, partant du principe que notre évaluateur n'était pas suffisamment externe. Et on a eu des petites déconvenues sur des subventions avec des fonds publics où finalement ils ont décidé de rétrécir notre subvention a posteriori, jugeant que notre évaluateur n'était pas éligible à ce type de subvention puisqu'il était considéré comme de l'accompagnement stratégique et pas comme de l'évaluation. Donc ça fait partie des limites, voilà, qu'il faut citer sur ce type de démarche et la lisibilité qu'elle peut avoir auprès des financeurs. Mais comme je vous disais, pour la mobilisation nationale, si c'était à refaire, je pense qu'on referait exactement pareil, puisque ça nous a quand même permis d'être extrêmement réactifs et d'avoir des vraies oreilles sur ce qui se passait sur les territoires et sur la façon dont l'action devait être réajustée au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les financeurs sont encore dans la salle, parce que je pense que c'est une des questions que j'avais un peu en stock, mais vu le temps qu'on avait, je crois que comment est-ce qu'ils peuvent aussi considérer que de ce qu'ils appellent de l'appui et du conseil, quand il s'agit d'un accompagnement d'un évaluateur externe, puisse aussi être pris en considération. Donc je vous laisse poursuivre, puisque cette fois, mesure d'impact à partir de... Oui, vous pouvez... mesures d'impact à partir de ce que vous allez pouvoir voir sur le terrain, puisque là, on était sur les dispositifs. Alors, bonjour à tous. Donc, avant de vous parler de la mesure d'impact, je vais vous présenter un petit peu l'historique des haltérophies détente Alzheimer pour vous expliquer également le fonctionnement de l'activité. Donc, en fait, c'est une activité bénévole qui est née en 2006 dans la Marne, du constat d'une présidente d'unité locale de la Croix-Rouge, qu'il n'y avait pas de structure de répit pour les aidants sur son territoire. Donc, à l'aide de son équipe bénévole, elle a créé cette activité. Et donc, l'activité s'est ensuite essaimée sur le département. Donc, pour accompagner cet essaimage, le siège national a travaillé avec les bénévoles sur la création d'un cadre d'activité pour donner un outil clé en main aux bénévoles qui souhaitaient également monter une haltéropie détente Alzheimer. Donc les objectifs de la haltéropie,
c'est donc d'accueillir les malades qui sont accompagnés par un proche, qui vivent à domicile et qui sont autonomes, pour participer à des activités collectives, pour recréer du lien social, pendant que l'aidant peut vaquer à ses occupations et donc bénéficier d'un temps de répit. Donc ça, c'est l'objectif initial de la halte répit des tentes Alzheimer. En 2014, donc 8 ans après la mise en place du premier dispositif, la Croix-Rouge française a souhaité mesurer l'impact social de cette activité, du fait également que le réseau s'était largement multiplié sur le territoire et qu'on avait envie de connaître l'impact sur les bénéficiaires de la halte répit, évidemment, mais également de proposer des leviers d'amélioration. Donc c'était la finalité de la mesure d'impact. Donc c'est une mesure qui a été réalisée en interne par l'Observatoire social de la Croix-Rouge et qui a été réalisée en lien avec un comité de pilotage créé pour l'occasion, composé de bénévoles actifs au sein de Halte Répit depuis plusieurs années et de gérontologues bénévoles à la Croix-Rouge française, dont une administratrice nationale. Donc dans un premier temps, donc là je vais vous présenter assez rapidement les résultats de la mesure d'impact et puis les apprentissages qu'on peut en tirer au niveau de la Croix-Rouge. Donc on a réalisé dans un premier temps un état des lieux des structures et du paysage de prise en soin des malades dans lequel s'inscrivent les HRDA. L'objectif c'était pour nous de situer les haltes répit dans le paysage de toutes ces structures existantes de prise en charge des malades. Ensuite, on a évalué les principaux troubles du comportement des personnes qui étaient accueillies et le retentissement sur les aidants pour voir si l'activité répondait bien à leurs problématiques de répit et si on accueillait bien les bonnes personnes au sein des haltes répit. Et enfin, on a donné la parole aux bénéficiaires des haltes à travers des entretiens semi-directifs avec un échantillon d'aidants et également auprès des bénévoles des haltes répit. À la fin de chaque partie du rapport, on a des préconisations en fait, pour permettre aux bénévoles de s'en saisir, pour améliorer leur activité. Et enfin, voilà, c'est des leviers intéressants pour eux. Au niveau du protocole, on a utilisé des questionnaires qui sont habituellement utilisés dans le secteur médical, mais qui ont pu être complétés par des entretiens semi-directifs. Donc on a un volet qualitatif et quantitatif, qui nous permet quand même d'objectiver en fait les résultats. Et ce qu'on a observé, c'est que les personnes qu'on accueillait avaient en effet des troubles du comportement adaptés à l'accueil par des bénévoles, mais que la halte répit avait en plus un impact positif sur leur comportement, puisque au travers des entretiens avec les aidants, on se rendait compte que dans leurs témoignages, ils expliquaient que lorsque les personnes rentraient de la halte, elles avaient un comportement moins troublé. Par exemple, elles étaient moins, elles étaient moins agitées lorsqu'elles rentraient à domicile. Et donc pour l'aidant, il y avait vraiment un bénéfice aussi à domicile après l'accueil à la halte. Et un autre résultat important de l'enquête, c'était que pour les 3/4 des aidants, ils étaient réellement épuisés par leur situation d'aidant à domicile et que donc l'action des bénévoles était réellement bénéfique et qu'on avait vraiment notre place sur cette question de répit pour les aidants familiaux. On a également réalisé des entretiens avec des partenaires des haltes répit, donc financiers ou associatifs au niveau local. Et l'enseignement qu'on peut retirer de ces entretiens, c'est que la halte répit a toute sa place dans le paysage de prise en soin des malades, mais qu'il y a une nécessité quand même de rendre plus lisible le projet pour mieux le faire comprendre et pour qu'il n'y ait pas de confusion avec des structures plus médicalisées, par exemple. Donc, ce qui était intéressant sur la mesure d'impact, c'est qu'on a fait une étude à 360 degrés. On a interrogé vraiment toutes les parties prenantes des haltes répit, autant les bénéficiaires que les bénévoles et les partenaires de l'activité. Ça, c'était vraiment une première pour la Croix-Rouge et sur ce type de mesure d'impact. Les entretiens avec les aidants ont pu mettre en lumière également des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, notamment dans l'accompagnement, l'orientation, le besoin d'accompagnement, d'orientation. Donc ça, c'est une recommandation également qu'on fait aux bénévoles aujourd'hui, c'est de mieux accompagner, mieux orienter les aidants.
Et puis on a mis en évidence évidemment la nécessité de bien expliquer le projet pour qu'il ne soit pas vu comme une activité concurrentielle, mais vraiment complémentaire des autres dispositifs existants sur le territoire. Voilà. On peut dire que vous avez axé votre activité, l'offre de liens, en complémentarité de l'offre de soins. Petit à petit, c'est comme ça que vous avez clarifié les frontières des différents exercices. Et puis, un enseignement important aussi, c'est de voir que l'activité des bénévoles est réellement complémentaire de l'activité des salariés et des établissements. Et que on n'a pas le même, le sens de l'action n'est pas le même. On est vraiment sur la création de liens sociaux, sur la lutte contre l'isolement, puisque les aidants et les malades sont isolés la plupart du temps à domicile. Et donc on a cette plus-value qui est différente de celle qui peut être proposée par les établissements. Oui, et les éléments que vous dégagez de ces évaluations et de la mesure d'impact, vous les réutilisez dans la formation des équipes, si j'ai bien compris. Alors en fait, les enseignements on en a tirés, donc on a plusieurs préconisations qui sont partagées avec le réseau des bénévoles, et tous nos bénévoles sont formés, donc on a pu en effet retravailler le cadre de formation pour réadapter le contenu afin qu'il réponde au mieux aux attentes des bénévoles. Et vous avez un exemple d'évolution des pratiques au sein l'évolution des pratiques, j'ai une bénévole par exemple qui avait des difficultés à faire connaître son activité au sein de son territoire. Et en fait, le fait de resituer la HRDA dans le paysage de prise en soin, elle a pris contact avec une équipe spécialisée Alzheimer. Et en fait, ils font le lien très régulièrement et ils sont dans le partage finalement des informations. Et ça facilite énormément, évidemment, la perception du projet par les bénéficiaires, par les familles, et ça facilite l'accueil des malades à la halte. Et effectivement, ça montre bien que pour coopérer, il faut aussi se différencier et clarifier la frontière des groupes, pour éviter qu'il y ait des inquiétudes qui empêchent le fonctionnement des collaborations. Tout à fait. Merci. Est-ce que, donc voilà, on peut continuer avec votre expérience? Je voulais rajouter au fait que je suis présidente de l'Association française des aidants, mais je voulais rajouter aussi qu'à titre professionnel, je suis directrice des actions auprès des familles à l'AFM Téléthon. J'y suis depuis peu de temps, depuis 3 ans et demi, et j'y ai rencontré là également une autre particularité de ces aidants, de ces aidantes, beaucoup, qui accompagnent un proche, un enfant, un adolescent et puis un adulte, hein, puisque maintenant on est passé de 12 ans d'âge à une augmentation de l'espérance de vie en moyenne de 15 ans, et que ça nous raconte des histoires aussi très très particulières. Alors l'Association française des aidants a ceci de particulier, c'est qu'elle parle des aidants de tous les âges, et qui aide et qui accompagne une personne de tous les âges et toutes pathologies. C'est-à-dire que ça n'est pas par âge ou par pathologie. Alors il y a pas que des avantages, mais en tout cas c'est le prisme à partir duquel nous sommes partis. Dire aussi qu'autour de cette table nous sommes partenaires, nous avons des conventions de partenariat, et que c'est bien tous ensemble effectivement qu'il faut aller. Pourquoi une étude d'impact? L'Association française des aidants a été créée en 2003 par une jeune femme qui avait une petite fille qui souffrait d'une maladie rare. Elle ne savait pas du tout où aller. Elle était venue me voir à l'époque pour me demander si je pensais que c'était pertinent. Et puis c'est là qu'elle a créé les cafés des aidants qui existent toujours. Alors l'Association française des aidants, ce n'est pas les cafés des aidants, c'est une association qui a un projet politique et qui fait du lobbying au service de ce projet politique, qui porte notamment, bien sûr, sur la reconnaissance des aidants, mais aussi sur un plaidoyer pour dire que les aidants ne peuvent pas remplacer l'insuffisance des politiques publiques de soins, d'accompagnement, de rééducation, de réadaptation des personnes malades. Et ça, c'est notre colonne vertébrale pour ne pas être effectivement dans quelque chose de trop caritatif, de trop misérabiliste par rapport à la question des aidants, même si là où je travaille, les gens me disent on n'en peut plus, il faut lever le voile, il faut arrêter de dire que nous, les femmes, nous sommes tellement merveilleuses de nous être arrêtées de travailler pour s'occuper de notre enfant qu'on ne voit vraiment pas comment on pourrait faire autrement, tellement nous sommes assignés. Et donc voilà, c'est ce projet politique, et à l'appui de ce projet politique, il y a des réalisations dont la plus emblématique est les cafés des aidants,
mais c'est aussi les ateliers santé, c'est la formation à distance, c'est la formation des aidants, un centre de formation, et tout ça avec beaucoup de partenariats. Alors j'ai beaucoup tenu, mais j'ai attendu de pouvoir avoir le financement pour mettre en place une mesure d'impact. Évidemment, on aurait pu le faire nous-mêmes, mais c'est pas la même chose d'en discuter et de le confier à un cabinet extérieur qui est extérieur. Je ferai plus attention encore maintenant. Avec cette... ayant beaucoup travaillé dans le secteur médico-social, étant aussi dans la règlement médico-social sur l'évaluation des établissements, je me disais, mais mon Dieu, oh là là, c'est trop lourd ces évaluations, et puis on ne voit pas bien ce que veulent les gens, et de cette conviction profonde que finalement ce sont les personnes concernées qui en parlent le mieux, c'était de dire que cette étude d'impact, elle devait bien évidemment prendre l'écoute de tout ce qui concourt à la mise en place de ces cafés des aidants, mais que essentiellement, primairement, il fallait travailler avec les personnes concernées. Et puis, par rapport à la définition de l'innovation sociale qui me tient beaucoup à cœur dans sa modestie, on va dire, c'est vraiment d'être toujours vigilant et de faire évoluer les processus de la pensée pour s'adapter tout le temps. Après 37 ans de travail dans le milieu médico-social, je sais qu'il faut tout le temps lutter pour effectivement garder les yeux grands ouverts et regarder ce qu'on fait. Et puis si on ne fait pas bien, de se le dire, de le regarder en face, de se le prendre en pleine figure, et c'est pas grave du tout, parce qu'il vaut mieux ça que de faire semblant que tout va bien, Madame la Marquise. Et donc c'était aussi d'avoir l'envie de se laisser surprendre par des résultats. Par rapport à une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est de dire aussi qu'il faut tout regarder dans les coins, et regarder aussi dans ces petits pourcentages de gens qui ne sont pas d'accord, à qui ça ne fait rien, pour regarder ce qu'on peut en faire. Et pour réaliser que parfois on ne peut faire rien. Parce que la dimension de la toute-puissance peut aussi exister chez nous, et le fait aussi d'avoir des personnes auxquelles les dispositifs ne correspondent pas, quels qu'ils soient, c'est aussi prendre cette mesure que parfois nous sommes impuissants, et c'est très bien de le savoir de temps en temps. Et là, c'est l'occasion de penser à passer le relais, plutôt que de vouloir tenir. C'est ça. Et en tout cas, c'est de laisser personne au bord du chemin, même si on ne peut pas faire grand-chose pour les gens, mais en tout cas, d'être dans cette considération de leur place, de leurs difficultés. Et puis, dans la série C'est eux qui en parlent le mieux, c'est de rester extrêmement vigilant aux mots pour le dire. Et en tout cas, la première chose que j'ai envie de relater, c'est ce qu'ont dit ces proches aidants, donc 240 retours de questionnaires, 50 face à face par rapport avec les personnes. Et ça m'a beaucoup amusée parce que ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'association de regarder un petit peu les mots qui sont utilisés pour dire les choses. Et par exemple, ce que disent les aidants, c'est comment ça, on nous dit le couple aidant-aidé. Mais moi, je suis la maman de mon enfant, je ne suis pas en couple. Et puis l'aider, mais est-ce que la personne est réduite à être un aidé? Est-ce que ça n'est pas d'abord une personne en situation de besoin d'aide et pas un aidé? Et puis aussi, le répit des aidants, c'est bien de nous parler du répit, mais c'est parce qu'on est épuisé. Si on intervenait avant, on ne serait pas dans... J'ai bien aimé votre expression « vaquer à ses occupations ». C'est celle que j'utilise pour parler du répit, pour ne pas dire répit. Donc c'est un peu de provocation. Et puis aussi, on me dit que le médecin me dit que je suis une sainte. Eh ben, tant qu'il me dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis bien obligée de continuer, puisque je suis une sainte. Et puis pareil pour les hommes, c'est des héros. Et donc, quand on dit à un homme qu'il est un héros, le pauvre, même s'il est bien fatigué, il faut bien qu'il continue. Et aussi d'autres petites phrases que j'appelle des phrases assassines, qui sont relevées par les gens quand on leur donne la parole, et puis quand on prend compte de cette parole. Et dans mon milieu professionnel, c'est particulièrement énorme, lorsque cette femme a été obligée de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. Eh bien, une fois que vous avez dit ça, la pauvre femme, si elle avait une velléité de continuer à travailler, la pression sociale, celle de la famille, celle du village, celle de la morale, celle de l'entreprise, sont des choses qui sont extrêmement fortes. Et j'ai particulièrement été émue et touchée de trouver ça dans les vermatimes et dans les paroles de gens, parce que je me suis dit, finalement, le projet politique de l'association, il
il est sur une justesse pour dire arrêtons d'assigner les gens, arrêtons de parler à leur place, et c'est déjà une bonne chose. Alors du coup, nous avons fait appel à un cabinet extérieur, et ça a été très difficile de choisir entre les cabinets, parce que je trouvais que beaucoup d'entre eux voulaient qu'on passe par leur méthodologie, par leur case, avant même d'avoir pu dialoguer. Vous savez, maintenant, on ne dialogue plus, hein, c'est comme les dossiers qu'on envoie à la Fondation de France ou je ne sais pas quoi, on envoie un dossier, il faut le travailler, c'est compliqué, il faut remplir les trucs. Il y a 37 ans, quand j'ai connu la Fondation de France, on dialoguait. Et c'est après ce dialogue qu'on montait un dossier, bien évidemment qu'il fallait monter. Mais d'abord, on en discutait. Et aujourd'hui, on envoie le dossier. Alors merci à la dame qui dit qu'on peut téléphoner, parce qu'on peut se parler également. Donc l'idée, c'était vraiment de comprendre les effets. Donc là, on revient au Café des aidants sur les personnes, et puis aussi valoriser les facteurs clés pour les développer aussi sur toutes les autres activités et prendre en compte les difficultés. Ça, on ne le fait pas suffisamment souvent. Par exemple, mes collaborateurs qui, par ailleurs, sont vraiment formidables, m'ont téléphoné en disant « Florence, c'est formidable, vous vous rendez compte, il y a 85% de gens qui sont drôlement contents. » Oui, et les 15%, c'est quoi? Et donc, c'est de dire, bien sûr, c'est normal de se faire plaisir quand des chiffres sont bons, et à la fois, c'est de regarder c'est quoi les facteurs clés, comment on peut les reproduire ailleurs, et qu'est-ce qu'on fait de ces 15 ou de ces 20 personnes pour lesquelles il y a des difficultés. Alors, par rapport à ça, je ne vais pas forcément vous donner les résultats, mais vous dire ce qui nous a étonnés. La première des choses que je n'avais absolument pas vues en amont, c'est tous ces gens qui disent « Nous avons trouvé un lieu où nous entraidons ». Et j'ai dit « Mais quel type d'entraide ?» Eh bien, on m'a cité... par exemple, cette vieille dame qui est arrivée avec un mari qui avait des troubles cognitifs et qui a trouvé à côté d'elle un homme jeune, donc déjà elle se demandait ce qu'elle faisait au Café des aidants, et qui avait un enfant ayant une pathologie très grave. Et là, cette dame, la première des choses qu'elle a fait, qu'elle a dit « Mais mon Dieu, je me plains tout le temps de ma situation, mais moi c'est ce monsieur que je plains. » Et deuxièmement, elle lui a proposé, au bout de 2 ou 3 fois qu'ils se sont vus, le samedi matin, de dire allez faire le marché où vous promenez avec votre dame, je peux garder l'enfant. Et cette question de l'entraide a été révélée à plein de reprises, et c'est une dimension qui nous échappe, et heureusement que les gens nous échappent, mais qu'en tout cas, en retour comme ça, m'a fait dire qu'il y a des choses qui se jouent entre les gens quand on a l'opportunité de leur proposer de réfléchir ensemble sur leur situation, que ce soit une vieille dame avec un homme jeune ou d'autres situations encore, parce que ce qui prime, c'est la question de la situation. Et puis, sur la question, est-ce que ça vous dérange d'être avec des gens, il y a des gens âgés, il y a des jeunes, etc. Une majorité de gens disent c'est ça qui est formidable, alors que par ailleurs, des gens nous disent mais l'Association française des aidants, c'est juste pas possible, c'est pas pareil d'être aidant d'une vieille dame ou d'être aidant d'un jeune enfant. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que c'était pareil, d'abord? Mais deuxièmement, sur la question d'être aidant, il y a des choses à se raconter, il y a des similitudes, et ce n'est pas pour autant que les solutions sont elles sont de même nature, mais elles ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Une personne âgée, on va travailler sur la question du maintien du lien social. Un enfant, on va faire en sorte qu'il aille à l'école. Pour autant, on est sur vie sociale, et comment on s'organise pour pouvoir avoir des réponses sur vie sociale à tous les âges de la vie. D'autres choses qui m'ont... Alors, ne plus se sentir seul. Waouh, ça, je l'ai pris en pleine figure parce que c'était plein de gens qui le disaient. Ne plus se sentir seul, ne plus avoir honte de parler de tout ce qui fait difficulté pour nous. Ça, c'est des choses qui touchent énormément, d'imaginer que tant de gens ont honte de dire à d'autres ce qu'ils vivent et c'est pour ça qu'ils sont seuls, ils disent que les gens ne les appellent plus, mais eux non plus ne les appellent plus, et c'est un cercle vicieux. Aussi, une chose... Enfin, on est reconnu. Alors, la question de la reconnaissance a fait l'objet d'une biennale des aidants il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas la reprendre, mais c'est un mot fort, hein, la question de « enfin, on est reconnu ». On peut s'appeler les aidants. Il y en a d'autres. Par contre, il y en a d'autres qui disent on nous appelle les aidants, mais nous, on n'est rien de ça. On ne sait pas ce que c'est, et puis ça ne nous intéresse pas. En tout cas, ceux-là disent qu'ils sont reconnus. Et puis, au niveau des difficultés, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est le milieu rural. Les gens disent on ne peut pas fréquenter des cafés des aidants dans le milieu rural parce qu'on se connaît tous et on se juge tous.
Et là, moi qui viens du milieu rural, et quand j'étais enfant, j'avais qu'un rêve, c'était de vivre à Paris. Alors du coup, j'ai compris pourquoi j'habitais à Paris. Et je reviens souvent dans le milieu rural où j'habite, et je n'avais pas pris la mesure de cette question de la pression sociale, de celle qui assigne, de celle qui dit aux gens comment il faut faire, de celle qui dit cette femme elle va s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant, de cette société qui dit toi tu es la sœur aînée, ton mari vient de mourir, tu vas vivre avec maman, elle a une maladie d'Alzheimer, nous on est occupés. Et je dis à cette dame, mais vous l'avez fait? Elle me dit oui. Je dis mais vous n'avez pas l'air contente. Elle me dit mais madame, vous venez d'où vous? On est dans un petit village. Et ça m'a touchée qu'on soit encore dans ces considérations d'assignation. Et puis la question des horaires. Il y a des gens qui ont dit oui mais nous on travaille. Les horaires des cafés des aidants ne nous conviennent pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Sur les horaires, il y a plusieurs cafés qui ont dit on va faire des after-work. J'ai trouvé ça sympatox. Et puis d'autres qui ont dit une fois sur deux, on va le faire le samedi matin. Alors l'idée, c'est pas de mettre ensemble tous les gens qui travaillent, mais peut-être, pourquoi pas? C'est pas grave c'est pas grave par rapport au principe initialement énoncé ou au projet politique qui est de dire on mélange tout le monde. Si à un moment donné on met tous les gens qui travaillent parce qu'ils peuvent pas venir la semaine et qu'ils peuvent venir le samedi matin, on va faire le samedi matin. C'est aussi de cette simplicité de dire on a un résultat. Écoutez, on tente autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui. Le dernier point que je voulais dire aussi, c'est pas parce qu'on s'occupe des aidants qu'on considère que les aidants ont tout à faire, et que, en tout cas, en ce qui nous concerne et par rapport à nos relations avec nos liens avec les proches aidants, c'est aussi de dire qu'il n'incombe pas aux proches aidants de faire tous les gestes techniques obligatoirement, mais que ce qui nous incombe en termes de plaidoyer, c'est de plaider pour que les personnes en situation de difficulté de vie, de maladie, de dépendance, de maladie chronique puissent avoir accès aux soins, à l'aide, à la rééducation, à la réadaptation requise par leur État. Et les aidants ne peuvent pas éternellement être la variable d'ajustement de l'insuffisance des politiques publiques. Et ça fait du bien aussi aux gens de pouvoir leur dire qu'ils ne sont pas obligés de faire tout du sol au plafond. Et ces mamans très douloureuses qui disent je ne suis plus une maman, j'ai un fils adolescent, c'est pas normal qu'une maman fasse la toilette intime de son fils. Non, madame, ce n'est pas normal. Même si c'est naturel qu'on s'occupe de son proche, ce n'est pas normal d'être assigné effectivement à ce type de tâches. Et les cafés des aidants n'auraient pas de sens pour nous s'ils n'étaient pas inclus dans une association qui a aussi ce projet politique de dire ça suffit, arrêtez d'être si sympa avec les aidants, de leur taper dans le dos, vas-y mon brave, vas-y la sainte. C'est surtout de mettre en place aussi un service de soins pour la toilette, un kinésithérapeute pour la rééducation respiratoire, etc. Et d'arrêter de faire prendre les gens pour des héros. Alors, il y a les gens qui veulent en faire beaucoup, surtout les dames, elles exagèrent beaucoup parce qu'elles sont tellement, elles cherchent tellement la perfection. Une dame m'a dit l'autre jour, personne ne fera aussi bien que moi. Je dis, ça c'est sûr et certain. Personne ne vous arrivera à la cheville. Mais peut-être que des gens feront bien aussi. Et c'est aussi de manier aussi de l'humour et de la persuasion. Merci beaucoup pour cette... à toutes les trois. Et de bien repérer qu'en chaussant les loupes des personnes directement concernées, on a des informations inédites qui nous arrivent et qui, en toute simplicité, permettent d'ajuster parfois des toutes petites choses. On a vu dans les trois situations. On va vous laisser quand même le temps de poser vos questions. Donc, merci beaucoup pour avoir tenu le temps, parce que c'est un exercice qui est toujours compliqué. On avait bien préparé ça. Quelles seraient les questions que vous aimeriez faire remonter? Vous pouvez aussi peut-être avoir des questions ou des précisions à demander, puisque vous connaissez vos dispositifs. Non mais on s'est souvent, enfin moi je me suis souvent posé la question du moment de l'évaluation, parce que très souvent ça nous est asséné, au niveau de l'union, on vous trouve sympa, mais maintenant faut le prouver. Bon, c'est vrai. Mais
je pense qu'on a bien vu là on pourrait faire une différence quand même entre une évaluation qui a une partie quand même accompagnement et puis une évaluation qui est vraiment une évaluation externe. Mais c'est difficile de lutter parce qu'il y a une telle demande de la part des financeurs d'apporter du chiffre en fait, on nous pousse à le faire un petit peu rapidement. Alors après, donc nous, au niveau de l'Union, là, on a démarré en début d'année avec le même cabinet d'ailleurs que l'Association française des aidants. Bon, finalement, ce qui m'a aussi un petit peu... Je disais, mais comment évaluer un impact social alors qu'on est tellement petit encore? On a plusieurs dizaines de bistrots, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer comme un besoin au niveau de la France. Et au fond, on se rend compte que les cabinets acceptent bien et rentrent bien dans la logique qui est d'évaluer l'impact de ce qui est fait. Hein. C'est-à-dire, c'est pas l'impact par rapport à un besoin théorique, c'est vraiment c'est quelque chose donc, qui est plus proche du qualitatif, mais qu'on arrive quand même à bien exprimer en forme de chiffres et de rapports. Enfin, on n'a pas encore nos résultats, mais finalement, j'ai été un peu rassurée sur l'approche de ces cabinets. Voilà. Mais c'est vrai que tel que ça a été présenté dans les 3 situations et dans beaucoup d'autres qu'on a déjà pu observer et accompagner, c'est une vraie entrée par la qualité perçue. Et on est sur le souci d'amélioration continue des pratiques. Et effectivement, dans les 3 situations, on a bien vu l'importance de croiser les différents points de vue, aussi bien au niveau institutionnel, politique, que professionnel et bénévole, et de manière à ce que, effectivement, les contraintes des uns et des autres soient comprises, entendues, avec l'exemple, merci d'avoir fait un inventaire des paroles qui étaient revenues, mais chacun, on peut avoir ce type d'expérience. Mais après, c'est se dire aussi que ce n'est pas parce qu'il y a une seule personne qui fait part d'une perception difficile du dispositif ou de la situation qu'on se dit finalement il n'y en a qu'un, alors bon... Non, on est vraiment sur la subjectivité, donc on ne cherche pas le vrai ou le faux. Je donne souvent cet exemple-là dans une évaluation qu'on avait accompagnée en donnant la parole dans un service hospitalier sur la prise en charge, sur les AVC. Tous les patients, absolument tous les patients qu'on a rencontrés nous ont dit on ne voit jamais le médecin. Tous. Quand on a rendu ça aux équipes, ils ont dit mais enfin le médecin il passe tous les jours. Donc vous voyez, on n'était pas dans le vrai. C'était vrai que le médecin passait tous les jours, c'était vrai que les patients ne voyaient pas le médecin. Donc ça, quand on connaît l'impact que ça peut avoir sur des personnes très fragiles au niveau de la santé, de savoir comment ils sont accompagnés ou pas. Oui, excuse-moi madame. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là, et je crois que là, on a bien vu l'intérêt de le voir sous cet angle-là. Je vous donne un autre exemple qui m'a beaucoup amusée. On avait interrogé sur une autre enquête des intervenants professionnels qui venaient à domicile et des proches aidants qui venaient à domicile pour voir comment ça se passait la relation. Alors les intervenants professionnels disaient mais oui, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'est pas formé et puis on n'a pas le temps de s'occuper des aidants. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu pleurer l'autre jour, etc. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et les aidants disent oh, ils sont gentils, hein, ils sont sympathiques. Et puis ils s'en vont en courant et puis le pied dans la porte. Et surtout, hein, prenez bien soin de vous. Hein. Et du coup, il y avait aussi pour moi à un moment donné cette idée de dire mais remettons du dialogue dans tout ça, mettons-nous autour de la table et puis que chacun puisse parler de qui il est, de quel est son rôle, sa place, pour qu'on soit dans quelque chose qui soit de l'équilibre des places. C'est vrai alors il y avait des aidants qui avaient beaucoup d'humour en disant oh, ils sont gentils, et puis ça leur donne bonne conscience hein, quand ils nous ont dit prenez bien soin de vous. Et c'est de remettre de l'équilibre des places. Chacun a une place, elle doit être juste, elle doit être la bonne place, et la mise en dialogue, ça permet ça. C'est bien. Peut-être, est-ce que quelqu'un vous souhaiterait intervenir ?
Peut-être une question par rapport aux 2 autres évaluations que vous avez eues. Est-ce que ça a été un peu, vous avez été surpris, ça vous a un peu gêné? Est-ce que vous en avez tiré des enseignements et est-ce que ça a été un plus dans le processus d'évaluation? Oui, alors de toute façon, à partir du moment où on aborde l'évaluation autrement que comme du contrôle, on en tire toujours des choses super intéressantes. Et c'est vrai que on parlait des différentes méthodes des cabinets qui sont abordés, d'avoir un autre regard que celui du cabinet qui nous a accompagnés pendant 3 ans, en l'occurrence le cabinet. Ce qui était quand même assez drôle, c'est que c'est dans le cadre d'un fonds interministériel, on avait reçu des fonds. Et il y avait 90 projets qui étaient récompensés. Et donc, ils ont demandé un pool d'évaluateurs. Donc, il y avait 5 cabinets d'évaluation qui étaient missionnés pour aller rencontrer tous les projets sélectionnés. Et dans les 5 cabinets, il y avait notre cabinet à nous. Et ça n'a pas suffi. Il a quand même fallu que ce soit un autre cabinet qui vienne quand même nous évaluer pour être sûr que... Voilà, donc, c'était même pas une question de légitimité de notre cabinet qui est bien sur la place publique, mais c'était juste sur la démarche qui n'était pas entendue. Alors pour nous, c'est super intéressant parce que ça apporte des choses complémentaires et en effet, je pense que dans l'évaluation, chaque méthode apporte des choses très différentes. Nous, on a une méthode éminemment qualitative, comme dans les mesures d'impact, c'est-à-dire que on a un évaluateur qui va écouter les acteurs sur le terrain et ensuite qui fait un retour collectivement justement pour recréer ce dialogue. Nous, on ne travaille pas en direct avec des personnes âgées, mais avec des associations, des institutions. Et quand on entend sur un département, ah bah oui, mais c'est le conseil départemental qui a initié les choses, alors du coup, les associatifs se sentent un peu le petit doigt sur la couture et qu'on entend, ah mais oui, mais quand les associatifs viennent, ils traînent un peu des pieds, on ne comprend pas vraiment. On se dit, bon, en fait... faut se parler, quoi. Vous êtes sur le même département, vous travaillez dans les mêmes coopérations, vous vous connaissez depuis 10 ans. Enfin, je veux dire, il faut remettre un peu de dialogue. Et c'est vrai que les méthodes que nous, on a choisies sont des méthodes très qualitatives qui permettent de réintroduire ça. Et en même temps, vous le disiez, un peu de chiffres. Et en l'occurrence, c'était des évaluations chiffrées. Mais ça permet aussi de décentrer, de lever un peu le nez et puis de se poser les bonnes questions, quoi. Quand on se dit, sur les associations, il y a une association sur 2 qui se demande comment animer la démarche de lutte contre l'isolement à l'intérieur de son propre réseau. On se dit, ah oui, on a 400 signataires, on a une association sur 2 qui se pose cette question-là. En fait, ça permet aussi de majorer, de donner vraiment un éclairage sur des problématiques qui, quand elles sont trop qualitatives, essaye de répondre à la question sans regarder les 50 autres pourcents. Voilà. Donc c'est le fait de croiser les évaluations. Alors du coup, nous, c'est vraiment ceinture et bretelle. On a été évalués dans tous les sens. Voilà. Mais ça reste très intéressant. Par rapport systématiquement aussi, les enseignements ont été traduits et utilisés dans des espaces de formation, de réflexion collective. Est-ce que c'était parfois inter-institutionnel ou est-ce que c'était centré sur les équipes que vous accompagnez à l'interne? Parce que la question qui est souvent posée, c'est quel est le retour aussi aux autres corps professionnels? Parce que les enseignements que vous en tirez, ils sont utiles pour vous, mais ils sont utiles pour d'autres aussi. Alors est-ce qu'il existe des espaces de formation trans, inter voilà. Je vous pose la question aux 3, je ne sais pas. En ce qui nous concerne, sur la question des résultats, on les a publiés largement. Conférences de presse, publiées largement auprès des groupes de protection sociale, autour des proches, autour des médias, pour dire partageons ça. On a eu un temps de partage avec d'autres organisations, on va dire similaires, peu importe. Et en tout cas, pour nous, c'est de le mettre sur le site, de le valoriser, d'être une vitrine, de dire, on met à disposition de tout le monde, et avec ceux qu'on connaît le mieux, on en discute. Et par contre, dans les programmes de formation, que ce soit les formations pour les proches aidants d'une part, ou que ce soit des formations pour les professionnels, c'est obligatoirement, on réintroduit ça à l'intérieur. Par exemple, là, on a un programme de formation dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat, d'une convention avec la CNSA, de formation de 17 000 aidants. Mais dans les 17 000 aidants, on s'est rendu compte qu'il y avait la moitié qui était en activité professionnelle. Ils ne vont pas pouvoir. Alors, on a mis en place une formation en e-learning
pour permettre à ceux qui sont en activité, les autres peuvent le vouloir aussi, mais ceux qui sont en e-learning, on leur donne aussi des points de contact, des lieux proches de chez eux, de formation en présentiel pour pouvoir avoir des gens à qui en parler. C'est de faire tout le temps de se creuser la tête pour dire qu'est-ce que je fais de ce constat. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça d'en faire quelque chose. Enfin, de faire un tutoriel e-learning, c'est pas si simple, mais en tout cas, c'est de dire mettons tout le temps à disposition des choses qui vont permettre de répondre à ces problématiques-là, et c'est d'en parler ensemble. Et oui, bien sûr qu'on partage. Oui, mais c'était sur l'inter. Non, mais comme vous êtes sur des pratiques d'innovation sociale, je me demandais s'il y avait eu des articulations entre les différents organismes de formation, parce que je sais que les OPCA sont très professionnels-centrés et ont du mal à accepter de financer des formations croisées. Donc voilà, donc apparemment, non. Ça pourrait être une suggestion. Enfin, ça en est une depuis longtemps. Donc, je ne sais pas, quelqu'un, non ? On va peut-être... Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Écoutez, merci beaucoup pour votre préparation et votre présentation. Et si on veut Et donc, on a un aperçu assez intéressant de ce type de démarche. Et c'est vrai que les mots-clés qu'on peut retenir de ce qu'on vient d'entendre, valorisation, rencontre, écoute, communication, confiance, solidarité, convivialité, position de tiers, ouverture, lien social, transmission, pérennisation. Être veilleur de désir, oser, avoir l'audace et foncer. Voilà un petit peu ce que j'ai retranscrit de notre préparation et de ce que vous nous aviez dit. Et je pense qu'effectivement, sur le modèle de la coopération qui a été développé depuis ce matin, ça a été développé depuis ce matin à travers tous les propos, je crois qu'on a des beaux exemples et on a derrière les méthodologies qui s'y rattachent. Écoutez, voilà, je vous remercie et je vais laisser tout de suite. Merci. Eh bien, merci aux intervenants de cette dernière table ronde.